Bonjour à tous, bienvenue sur le stand des journaux du Béarn à cette 73e foire de Pau. Donc vous êtes ici avec la République des Pyrénées et Sud-Ouest. Nous organisons aujourd'hui une conférence autour de la mobilité. Alors pas seulement mobilité électrique, mais on va le voir avec plein d'autres mobilités. Je suis Romain Belli, je suis le chef d'agence de Sud-Ouest à Pau et je suis accompagné de Nicolas Rebière, rédacteur en chef de la République des Pyrénées et l'Éclair. Bonjour, bonjour. Alors, nous avons trois invités aujourd'hui qu'on va pas tarder à vous présenter. On vous explique cependant quand même pourquoi on organise une conférence autour de la mobilité. Ben, c'est très simple. En fait, cette 73e foire de Pau, elle tombe en plein milieu de cette semaine européenne de la mobilité. Alors, je pense que c'est important de rappeler à nos interlocuteurs que cette semaine, elle a un objectif. Et cet objectif, je vais le citer, c'est d'inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une démarche éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière, transport public, covoiturage, autopartage, vélo. Alors, Nicolas. on ne va pas vous demander comment vous êtes venu parce qu'on l'a déjà faite celle-là. En revanche, il paraît que ça paraît important effectivement. Ça nous a paru important de parler de la question de la mobilité. On a fait un supplément qui est paru dans nos journaux, La Rep, L'Éclair, Sud-Ouest, vendredi, que vous pouvez retrouver aussi sur nos sites, et deux tables rondes. Donc, une première que vous verrez à partir du 24 septembre, qui sera sur le site sudouest.fr et sur les sites de la République des Pyrénées.fr. Et cette première table ronde qui vient nous parler des mobilités de demain. Et des énergies. Hein, et des énergies, pas tout à seulement fait. le moyen, Voilà. mais aussi Et le donc carburant. cette table ronde vient interroger sur les mobilités futures et les nouvelles énergies du transport. Et pour nous parler de tout ça, nous avons invité pour le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques Thierry Carrère. Bonjour monsieur Thierry Carrère. Vous êtes vice-président en charge de l'attractivité et du développement du territoire. Vous nous Bonjour, merci de me recevoir. Ouais, avec plaisir, et vous nous expliquerez en quoi consiste votre travail et le travail du conseil départemental sur la mobilité. On a également pour cette table ronde, même s'il y a deux tables rondes en fait, Nicolas Patriarche, vous êtes le maire de Lens, vous êtes également vice-président de l'Aglo Pau Béarn Pyrénées, et vous êtes président de Pau Béarn Mobilité et de l'aéroport. Je sais pas, voilà. Et donc, vous y connaissez en mobilité, en gros. C'est un peu votre dossier au sein de l'Aglo de Pau. Bonjour, et oui, j'essaye de modestement travailler à ces questions passionnantes. Et à côté de vous, on trouve Patrick Mathieu. Vous êtes responsable des relations institutionnelles régionales pour Terrega. On connaît Terrega, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le transport de gaz et qui est basée à Pau. Donc c'est important, on trouvait important que vous soyez là également. Bonjour. Bonjour, très heureux d'être ici. Merci de votre invitation. Merci à vous, et vous nous expliquerez en quoi le gaz et un transporteur de gaz peut résoudre les solutions de mobilité du futur. Alors on va démarrer peut-être même avec vous, Patrick Mathieu. On va commencer directement notre conférence de la mobilité en s'intéressant à ce que vos institutions respectives, donc le département, Terrega, l'Aglo de Pau, font pour les nouvelles mobilités et quelle est la révolution qui vous occupe aujourd'hui. Alors, Terrega, comme le disait Nicolas, c'est une entreprise qui est connue sur le territoire. C'est un gazier qui transporte, qui stocke du gaz. Alors, j'ai quelques notes. Votre chiffre d'affaires, 460 millions d'euros en 2020. Donc, vous êtes quand même une entreprise solidement établie. Un réseau de 5000 km de canalisation. Ça fait beaucoup de travail déjà, la canalisation, le stockage et le transport du gaz, mais il n'y a pas que ça. Alors tout à fait, donc Terrega aujourd'hui raccorde ce qui est récent, des unités de production de méthanisation, hein, et raccorde des stations d'avitaillement de bio-GNV. Mais ce que je voulais dire, c'est que Terrega, en tant que groupe et gestionnaire de réseau, vit actuellement une mutation profonde de ses infrastructures. Parce qu'en fait, vous l'avez dit, c'est une révolution énergétique qui se prépare, voilà, et qui est en route. On n'est plus dans la transition, on est dans la révolution. Et il faut le faire parce que nous avons des enjeux sur le climat qui sont considérables. Et nous avons des défis derrière ces enjeux. Et des défis qu'il faut tous ensemble en fait relever. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'être ici aux côtés des collectivités parce que nous travaillons ensemble pour relever ces défis.
Alors Teréga, en fait, est un acteur, est un maillon essentiel de l'énergie. Pourquoi ? Parce que demain, on va avoir, et ça commence d'ailleurs aujourd'hui, on va avoir ce qu'on appelle une déconcentration des productions énergétiques. C'est-à-dire aujourd'hui, l'énergie, notamment gaz et pétrole, elle vient quasiment de façon complète, je dirais, de l'exportation du monde entier. Simplement, demain, nous allons développer sur le gaz en particulier, le gaz renouvelable, des productions locales. Voilà, déconcentrées. C'est une bonne nouvelle, ça. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour la suite, parce qu'en fait, on va pouvoir bénéficier de ces ressources, notamment pour la mobilité, dans nos territoires. Et concernant les usages, il y aura également une très forte déconcentration, on en reparlera tout à l'heure. Aujourd'hui, 85% de notre mobilité, c'est du pétrole, ou des produits à base de pétrole, on va dire, pour faire simple. Demain, on ne sera plus du tout dans ce mix énergétique. Et dans ce mix énergétique, il se veut complémentaire. On parle beaucoup d'électrification. Il y aura de l'électrification, bien évidemment, c'est nécessaire, mais il y aura un mix énergétique. Et qu'est-ce que fait Teréga, et notamment à partir de gaz renouvelable, hydrogène, bio-GNV par exemple. Et qu'est-ce que fait Teréga là ? Quel est son rôle avec son réseau et ses stockages ? C'est de relier ces nouvelles productions décentralisées locales avec ces nouvelles solutions d'avitaillement en gaz renouvelable. Alors il y a un réseau qui existe, que gère le conseil départemental, et Thierry Carrère, vous êtes là pour nous en parler, c'est le réseau routier. Donc j'imagine que la question des mobilités, surtout des mobilités de demain, c'est une question qui vous préoccupe beaucoup au niveau départemental. Alors effectivement, le département est gestionnaire de 4500 km de route départementale. Et on avait mis 5000 km, vous n'avez pas fait des bonnes fiches. Voilà. Vous avez rajouté 500 on le voit dans ce regard qui a écrit les 500 de la RN 134. Voilà, c'est ça. Donc, il y a 4500 km de route départementale sur notre département. Donc effectivement, le département, au regard de ce que a dit mon prédécesseur en termes de nécessité de limiter les émissions de gaz à effet de serre, au regard aussi des attentes sociétales de nos concitoyens, s'est saisi aussi du sujet d'autres formes de mobilité au droit des départementales, notamment dans les centres-bourgs, dans les centres d'agglomération, où vous avez des départementales qui traversent ces localités. Et les départements, avec les communes concernées, déploient quid des pistes cyclables, aussi des voies piétonnes. Donc c'est un vrai sujet que nous portons tous les ans. Il y a de nouveaux investissements portés par les collectivités, par les communes et conjointement par les départements pour apporter d'autres offres de mobilité à nos concitoyens au droit des départementales. Puis nous allons parler d'autres sujets, certainement des parkings de covoiturage qui ont été déployés par le département ces 10 dernières années. Une vingtaine ont été déployés sur notre secteur ici. Tout le monde connaît le parking de covoiturage de l'Escar, au droit de la sortie d'autoroute. Qui est tout le temps plein. Qui est tout le temps plein, mais qui a un vrai succès. Je l'ai même utilisé ce matin pour faire du covoiturage à direction de Bayonne avec des collègues du conseil départemental. Donc c'est un vrai succès. Nous avons déployé un parking de covoiturage aussi à Nousty. Enfin voilà, donc de vraies actions menées par le département sur ces sujets-là. Nicolas Patriarche, vous êtes aussi conseiller départemental, mais aujourd'hui vous représentez l'agglo de Pau. Nicolas l'expliquait au départ, vous êtes aussi président de l'aéroport et de Pau Béarn Pyrénées Mobilité, qui est le syndicat mixte des transports. Je rate toujours un terme, je ne sais jamais ce à quoi ça fait référence. En tout cas, avec cette double casquette et notamment celle des transports, vous avez aussi participé activement à l'avenue du bus à hydrogène à Pau. Donc en fait, toutes ces thématiques de mobilité et de révolution dans la mobilité, vous les connaissez. Ben oui, on se plonge dedans, on vit, je crois, une époque formidable où effectivement on est à la croisée des chemins avec des décisions à prendre, des objectifs que à peu près tout le monde partage. Après, les solutions, elles sont peut-être multiples et en fonction des convictions des uns et des autres, on peut avoir des approches différentes, mais on sait très bien qu'effectivement l'avenir est à la mixité et qu'il n'y aura pas une solution qui va s'imposer. Sur Pau, on a fait le pari avec François Bayrou donc de ce bus à l'hydrogène, de ce fameux Phébus que vous connaissez bien, que tous les Palois et les habitants de l'agglomération de Pau connaissent bien. Une vraie fierté, un vrai
On se trouve dans les années 2017 quand on commence à se poser la question. Au début, on est regardé un peu comme des fous quand on fait ce choix-là de l'hydrogène. Et puis finalement, aujourd'hui, vous le savez, il circule, ça fonctionne et le bilan est très positif. Au-delà de l'aspect hydrogène, je voudrais quand même signaler que ce projet de bus à haut niveau de service, il a permis de remodeler la ville et de créer d'autres moyens d'infrastructures piétonnières et cyclistes, puisque tout le long du parcours, vous avez pu constater les aménagements qui sont faits, puisque là aussi, moi je crois que dans notre quotidien, on a des arbitrages à faire. Nous sommes dans une taille d'agglomération qui ne permet pas d'avoir une réponse en transport en commun pour l'ensemble des besoins, y compris de sa journée. On en parlait tout à l'heure avec quelqu'un. Quand on doit déposer les enfants le matin, aller au travail, les récupérer le soir, peut-être aller chez le docteur ou aller faire des courses, on n'a pas toujours une solution en transport en commun. Ce qui compte, c'est de permettre une mixité des moyens de transport et en fonction des objectifs que l'on a, de passer de la marche au vélo, pourquoi pas, et bien sûr à la voiture ou au transport en commun. Alors, quand je vous entends, on ne va pas abandonner la voiture tout de suite. Mais c'est vrai, et c'est normal. Tout le monde a une voiture et les gens... sauf qu'on a bien compris qu'il va falloir se passer notamment de diesel et d'essence. Patrick Mathieu, chez Teréga, quand vous avez cette perspective, pour vous, c'est la bonne affaire. Vous vous dites, on va transporter de l'hydrogène, on va transporter du biogaz. Quand est-ce que vous avez commencé à réfléchir à ça chez Teréga? Et quand est-ce que vous serez capable aussi, finalement, d'apporter ces solutions autres que le diesel, l'essence, pour des moyens de transport individuels hors électrique, on va dire? En fait, on n'a pas commencé tout seul à réfléchir à ça. On a commencé à réfléchir à ça en relation avec l'État et la région. Je ne sais pas si ça fonctionne. Vous m'entendez? Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie et des visions des régions dans le cadre de la mutation de nos mobilités. Le transport aujourd'hui terrestre, c'est le plus grand facteur de gaz à effet de serre. Donc la région Nouvelle-Aquitaine notamment et les agglomérations à travers les plans climat, air, énergie territoriaux, se sont emparés de ça, avec les attributions qui sont les leurs, pour rechercher des solutions bas carbone pour les futures mobilités. Et parmi ces solutions, il y en a celle du gaz et du bio-GNV qui prennent plus d'angle dans certaines régions, dont la nôtre. Parce que nous sommes une région agricole. La région Nouvelle-Aquitaine a mis dans son plan de développement la méthanisation comme un facteur très important de décarbonation de notre industrie. Et parmi les usages majeurs à l'horizon 2050 dans leur vision, on va être sur du 100% gaz vert en 2050 et 30% en 2030, ce qui est très ambitieux mais réaliste. Et dans ces nouveaux usages, 50% sera affecté à la mobilité. Donc en fait, nous, Teréga, en tant que gestionnaire de réseau et encore une fois de stockage, parce que l'importance de l'énergie, c'est le stockage. Et nous avons des capacités de stockage de gaz très importantes. À Lusanier notamment. Vous avez, voilà. Ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que Teréga, c'est vous qui avez tous les tuyaux de gaz, pour faire simple, du sud-ouest. La connexion entre l'Espagne et la France, c'est Teréga qui la gère. Oui, c'est Teréga qui alimente, grâce à son réseau de canalisation, les agglomérations en gaz, les grands industriels, et opère un réseau de canalisation à travers l'Espagne, deux interconnexions qui font que l'infrastructure de Teréga, transport et stockage dans le sud-ouest, est un maillon majeur français et européen. Oui. Donc en fait, nous sommes dans les territoires pour desservir les territoires, ce qui vaudra demain pour la mobilité de demain. Ce qu'on n'a pas dit non plus, ça veut dire quoi, bio-GNV? Vous en avez parlé, vous avez parlé de méthanisation, de gaz naturel, de gaz vert. Allez-y, expliquez-nous. Vous avez 1 minute pour nous expliquer le fonctionnement du bio-GNV. Le bio-GNV, c'est un carburant qui est utilisé à partir de la méthanisation, qui permet de récupérer du gaz renouvelable à partir de la décomposition de matières organiques. Aujourd'hui, dans un certain nombre de domaines, vous avez de la décomposition, dans le domaine agricole ou autre, ou des bouts de stations d'épuration qui émettent du méthane parce que ça part à l'air libre.
Ouais. L'idée de la méthanisation, c'est de récupérer C'est de le capter. ça, le capter, l'injecter dans le réseau et d'en faire des usages, notamment sur la mobilité, mais également le chauffage. Parce que l'intérêt de ça, le gros intérêt de la méthanisation sur sa chaîne, c'est qu'il y a un bilan carbone neutre. Alors Il faut expliquez-nous, raisonner comme parce que ça. quand même, c'est le moteur à explosion. Enfin, c'est un principe de combustion du gaz, malgré tout. Oui, Donc ça libère quand même du CO2. oui, mais ça en libère beaucoup moins, voilà, par rapport à ce qui est capté. Le bilan environnemental est neutre par rapport à ce qui est l'importance du méthane et du CO2 qui est capté à l'origine. Et quand on parle de système énergétique, et y compris électrique, ça vaut pour tous les systèmes énergétiques, il faut regarder là, son rendement, entre guillemets, environnemental, de son origine jusqu'à sa consommation. Et là, le bio-GNV est une source d'énergie pour la mobilité extrêmement performante. Nicolas Patriarche, quand vous entendez Terega parler de bio-GNV, vous dites, moi aussi j'ai un gaz qui fonctionne dans Phébus, ça s'appelle l'hydrogène. Lui, il rejette que de la vapeur d'eau, d'après ce que j'ai compris. Maintenant, pour parler énergie, il faut avoir été bon en chimie. Moi, c'était pas mon truc. Mais Moi aussi, j'ai arrêté ça très vite. Non, mais bien évidemment, moi je vais vous dire, quand j'ai pris la présidence de ce syndicat, j'ai quand même été étonné que sur un territoire comme celui de Pau et du Béarn, nos bus n'aient jamais roulé, au moins une partie de la flotte, au gaz naturel. il n'y avait pas de diester non plus. Alors diester, c'est Un autre peu, chose. ouais, Le c'était- diester, ouais. c'est C'est un autre chose. carburant, On met un peu C'est une essence, ouais. oui, c'est d'origine végétale et on le mélange avec le colza, etc. Là, on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas de solution gaz sur notre flotte, et donc c'est quelque chose que l'on regarde bien précisément. Il n'est pas question pour nous de passer l'ensemble de la flotte aujourd'hui à l'hydrogène sur la centaine de bus que l'on a sur notre réseau, pour des raisons de coût, sans rentrer dans les détails, mais une pile à combustible qui permet donc aujourd'hui de faire fonctionner les bus avec l'hydrogène, ça coûte à peu près le prix d'un bus diesel. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, Il en faut de piles à combustible pour les Phébus, là. il en faut une par bus. Une par bus, d'accord. Ouais. Une par bus, et c'est Ça fait un peu cher, oui. ce qui notamment coûte Sachant très cher. qu'aujourd'hui, on a combien 8 bus? On a 8 bus et on vient donc d'en commander 4 en 12 mètres standard qui seront sur le réseau classique, puisque notre électrolyseur permet de les alimenter. On répond à un appel à projet avec des partenaires comme Terega. En ce moment, on vient de répondre à un appel à projet de l'ADEME pour pourquoi pas construire un deuxième électrolyseur, augmenter la flotte de bus, mais aussi ouvrir ces possibilités par de la distribution d'hydrogène sur des territoires comme Lac, sur des territoires comme Tarbes. Donc c'est un appel à une réponse d'un territoire bigourdan et béarnais jusqu'à Lac, pour faire progresser cette part, mais ce ne sera pas la solution pour tout. Et donc je reviens sur cette idée qu'on regarde nous actuellement toutes les solutions pour offrir un mix et avoir une différenciation. Vous réfléchissez au bio-GNV, quoi. Oui, tout à fait. Allez-y, vous vouliez Mais ajouter quelque chose? encore une fois, nous sommes très heureux que la démarche développement d'un écosystème hydrogène s'engage sur le territoire de façon très forte. Nous sommes... Dominique Maucly et Le président de binôme Terega. industriel, le PDG de Terega, président et directeur général, et binôme industriel de François Barriero dans le territoire d'industrie. Nous sommes très engagés sur différents sujets dans le territoire d'industrie, dont ce qui vient d'être cité effectivement par M. Patriarche, à savoir la construction d'un écosystème hydrogène qui va comprendre une part mobilité, un enjeu mobilité important. Et encore une fois, qui vient en complémentarité des autres possibilités de mobilité. Qui est très intéressante parce qu'on peut produire localement. Donc nous aujourd'hui, notre électrolyseur, il est alimenté par de l'électricité qui provient des barrages, puisqu'on a un contrat avec la CHEM, et donc chaque élément d'électricité produit correspond à la consommation sur notre électrolyseur. L'eau, c'est celle de la régie de Pau, et on fabrique notre hydrogène. Et je crois que c'est ça qui est important, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est la capacité à produire localement, pour faire simple, une énergie, même si vecteur d'énergie, on pourrait débattre, mais en tout cas de produire sa solution qui vient alimenter une partie de ces solutions de mobilité. Ça évite, c'est du circuit court, tout simplement. Il y a eu des difficultés où des fois il a quand même fallu aller chercher l'hydrogène assez loin. Si on a l'électrolyseur, si on en a deux, il y aura plus ce genre de difficultés, et là le bilan sera positif, le bilan carbone. Mais il est tout à fait positif, parce que même
pour les rares moments où la station a eu des petits soucis techniques et où elle a dû être arrêtée, où on a été alimenté effectivement par tube trailer, c'est-à-dire des réservoirs sur des camions. Quand vous alimentez 8 bus avec un camion, c'est bien mieux que des camions de pétrole. Donc bon, voilà, je sais bien que il est souvent dans notre nature de regarder la bouteille à moitié pleine. Moi, je peux dire que, et on en parlait tout à l'heure, et sans être suspect de flagornerie, on se disait que c'est quand même un projet, une réussite magnifique, au-delà même peut-être de nos plus grandes espérances. Alors, il y a un moyen de transport qui consomme rien, ni en CO2, ni même en vapeur d'eau, quoique la transpiration, ça peut... Ouais, c'est le vélo. Thierry Carrère, c'est quelque chose que vous avez développé. C'est pas forcément très connu. On a fait des papiers, mais le conseil départemental, ça fait un moment, là, plusieurs années, que vous vous êtes lancé dans les véloroutes. 450 km de véloroute Alors, nous avons un projet 550 km de véloroute en plus, mais depuis 10 ans, effectivement, le département a été chef de file du déploiement des véloroutes sur notre territoire. Ça a couplé une action du département couplée avec une vraie volonté aussi de l'Europe et avec des cofinancements européens. Donc, ont été mis en œuvre 700 km de véloroute. On va parler de la Vélodyssée, de l'Atlantique, etc. La Vélodyssée, c'est celle qui part, je crois, du nord de l'Europe, carrément, et qui descend jusqu'en Espagne. C'est exactement ça, qui va même qui passe par chez nous. Qui passe par chez nous. Par le Pays Basque. Et qui descend jusqu'au Portugal. Donc 700 km de pistes cyclables ont été mises en place. Nous avons voté un nouveau plan vélo 2021-2025 avec 550 km de plus pour un budget de 13 millions d'euros. Effectivement, cette volonté politique prend tout son sens au regard aussi du développement du vélo électrique que nous connaissons depuis quelques années. Un développement exponentiel. Depuis l'année dernière, surtout. Enfin, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, comment vous dire, avec le développement du vélo électrique, on s'exonère un peu de l'effort physique. Et donc on peut imaginer, même moi, pour pouvoir faire du vélo, pour me déplacer dans mes déplacements du quotidien. Voilà. Et donc, nous allons travailler effectivement pour la mise en place de 550 km de nouvelles pistes cyclables. Et nous travaillons... Mais qui seront entre bourgs, c'est ça, hein. Vous faites pas les pistes cyclables à l'intérieur des communes. Ça, c'est les villes, c'est les communes qui gèrent. Alors, aujourd'hui, la loi LOM est passée par là, cette loi sur l'organisation des mobilités. Effectivement, les agglomérations, aujourd'hui, sont en charge du développement de leurs itinéraires cyclables à l'intérieur de leur territoire. Le département s'intéressera à d'autres franges du territoire. Nous avons lancé un appel à projet en direction des collectivités locales. 70 communes ont répondu pour permettre notamment un maillage territorial dans les déplacements du quotidien. Je vous prends un exemple très concret. Je suis élu sur le pays de Morlas et Montaneres. L'idée, nous sommes inscrits dans ce projet-là. Vous voyez la ville de Morlas, par exemple, a un collège, des services à la population, des zones de chalandise. Comment imaginer connecter la ville de Morlas avec toutes les communes environnantes avec un maillage pertinent pour permettre le déplacement en vélo. Donc voilà, le département se fait force de propositions en direction des collectivités. Et puis je dois vous dire que nos homologues des collectivités locales ont une vraie appétence sur le sujet. Donc si on vous comprend bien, il n'y aura pas à terme 4500 Nicolas, kilomètres de véloroute, mais le vélo, ça sera une des solutions qui seront développées sur le réseau départemental. Alors, le vélo sera une solution à développer sur le réseau départemental. L'idée que nous en faisons aussi pour sécuriser les itinéraires à vélo, c'est peut-être aussi d'accompagner les territoires à se sortir de l'idée de mettre des vélos le long des départementales, notamment les plus utilisés. Est-ce qu'on ne peut pas prendre des chemins de traverse aménagés, sécurisés, pour permettre un usage du vélo en toute sécurité pour nos concitoyens? L'idée est là. Un petit mot pardon, je continue, puisque le département il promeut aussi des solutions de covoiturage avec des parkings. On a parlé de l'Escar. Notamment, vous pouvez nous dire un mot là-dessus. Vous faites partie, le département est dans le tour de table pour développer ça. Exactement. Alors, un plan de déploiement de parking de covoiturage a été mis en place depuis 2014. Le département a accompagné la création de 20 parkings sur l'ensemble du territoire.
Et donc là, aujourd'hui, nous continuons à déployer des parkings de covoiturage sur les nœuds autoroutiers, proches de centralités majeures. Le prochain qui va voir le jour, c'est un parking de covoiturage à Garlin, en sortie d'autoroute de l'échangeur de Garlin. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, des gens se garent et profitent de cette sortie d'autoroute pour covoiturer, mais dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Donc le prochain parking de covoiturage sera mis en place par le département à Garlin. Alors vélo, voiture, bus, on comprend bien que les solutions de demain, en tout cas telles qu'elles sont pensées actuellement, on trouvera peut-être autre chose, je ne sais pas. Ça s'appelle, d'un point de vue très technique, la multimodalité. L'agglo de Pau est en train de bâtir un pôle multimodal. C'est à la gare, on voit qu'il y a des travaux, on ne comprend pas toujours ce qui est en train de se passer. Nicolas Patriarche, je vais nous l'expliquer. Tout simplement, un pôle multimodal, c'est un lieu où l'on peut venir changer de mobilité. Donc passer du piéton à la voiture, passer du train au bus. En plus, on a la chance d'avoir le funiculaire qui permet de jonctionner, de liaisonner avec le centre-ville. Donc c'est tout simplement un lieu où l'on change de mode. On vient avec un mode de mobilité et on en change pour aller sur sa destination finale. Donc c'est aujourd'hui des modèles, c'est un instrument parmi d'autres. On parlera peut-être tout à l'heure des parkings relais. Oui. Allez-y, parce que c'est une question qu'on avait préparée, vous nous avez vu venir. Mais il y a le parking relais qui est un peu après la fac. Il y a 2-3 voitures, mais en général, c'est des voitures de l'agglo. Pas que, il y a quelques riverains aussi, tant que c'était gratuit. Aujourd'hui, le parking relais, c'est pareil. J'allais dire, c'est un peu comme la poule et l'œuf. À un moment donné, il faut bien commencer. On sait très bien qu'on ne change pas les comportements sans qu'il y ait une offre. Et donc souvent, l'offre vient un petit peu précéder le changement de comportement. On a mis ces parkings relais en service au moment en pleine crise sanitaire. Ça n'a pas aidé. On a eu des chiffres qui se sont effondrés dans les transports en commun. Et donc, il faut reprendre ses habitudes. Mais ce ne sont pas des solutions miracles. Pôle multimodal, parking relais, ce ne sont que des instruments pour essayer de faciliter les changements de comportement. Le vrai problème qu'on aborde rarement sur ces questions-là, c'est l'urbanisation, notre modèle d'urbanisation en France. Pas qu'à Pau, mais un peu partout en France, avec des périphéries et des zones périurbaines qui se sont développées avec de la densité faible et avec donc notre incapacité financière à aller mettre des services de bus dans tous ces endroits. Mais le maire de Lons, ville périphérique, qui a vu sa population la faire devenir la deuxième ville de l'agglo de Pau. Je vous attendais. Ils s'en plaignent pas de ça. Je vous attendais. Mais d'ailleurs, je pourrais vous montrer par des chiffres que l'exode de Palois vers ces communes périphériques n'est pas celui qu'on pense, loin de là. Mais en réalité, aujourd'hui, quand je parle de zone périurbaine, c'est au-delà de la rocade. De la deuxième couronne. Ouais. C'est là où les solutions sont plus compliquées à mettre en œuvre en termes de mobilité. Et puis, disons-le, ça, c'est différent selon les villes et les territoires. On plaque des modèles, mais chaque situation est particulière. Et à Pau, le centre-ville, depuis des décennies, a perdu beaucoup de ses emplois. La réalité, c'est celle-là. C'est que les zones d'emploi, elles sont plutôt en bordure de la ville, là où le stationnement est gratuit, là où c'est facile de se garer pour venir au travail. La zone, pour ne pas parler de nos voisins en face de notre dépôt, vous savez que c'est Total Énergie, voilà, c'est desservi par des lignes de transport en commun et on a un salarié sur 10 qui vient quand même en bus, le reste, les 9 sur 10 viennent en voiture. Donc on sait bien que tous ces comportements, ça met du temps à changer et il faut des outils tels que les parkings relais, tels que les pôles de multimodaux pour faire avancer les choses. On va réfléchir à l'échelle plus départementale. C'est des choses que vous regardez au Conseil départemental 64. Alors là, non pas au sein d'une agglo, mais entre territoires finalement. Oui, effectivement, ce sont des sujets qui nous intéressent et nous croisons la même expertise. Ce que vient vous dire Nicolas, nous en avons le même ressenti. Effectivement, nous proposons aujourd'hui, et le rôle des collectivités, quelle qu'elle soit, est de proposer des solutions alternatives au tout voiture. Le vrai enjeu qui se pose très clairement, c'est le changement de mentalité de nos concitoyens, mais de nous en premier, voilà, pour s'approprier ces nouvelles offres multiples qui sont présentes sur le territoire. Nous avons la chance d'avoir un département, une agglo paloise proactif sur ce sujet des mobilités. Aujourd'hui, la mobilité confère à de l'aménagement de territoire. Monsieur Mathieu, à Terrega,
s'intéresse aussi à ces questions de multimodalité. Alors, c'est pas encore le cas du TER qui va d'Oloron à Bedouce, mais on ne sait-on jamais. On a entendu parler de trains à hydrogène. Peut-être que s'il y a le train, s'il y a la voiture, s'il y a les camions que la région promeut en biogaz, peut-être que tout ça, ça va rentrer en ligne de compte pour Terega. Et il va falloir créer des plateformes multi-gaz pour vous. Alors, tout à fait, parce que les multimodalités, c'est extrêmement important dans le cadre de nos nouveaux usages pour la mobilité. Il faut penser à relier, faut penser déjà aux territoires ruraux, parce que l'enjeu de la mobilité, il est énorme pour les territoires ruraux et le monde agricole. C'est un enjeu considérable. Et c'est là où on va retrouver nos productions de biogaz, de méthanisation. Donc il y a un enjeu et également de relier les territoires ruraux aux agglomérations. Voilà. Alors ça peut se faire de différentes manières, mais ce que nous, on observe en termes d'usage, c'est qu'il ne faut pas penser que rendre bas carbone la mobilité terrestre. Il faut regarder ça dans un ensemble, parce que pour baisser les coûts de la future transition énergétique des usages, il faut massifier les usages. Il faudra massifier les usages de biométhane, il faudra massifier les usages d'hydrogène. On le sait bien, parce que sinon ça va rester sur des coûts trop élevés pour la population et pour les entreprises. Donc nous on pense que à travers les territoires ruraux, semi-urbains, urbains, avec nos réseaux et les réseaux du distributeur aussi de gaz, il y a matière à approvisionner un certain nombre de nouvelles mobilités bas carbone. Alors ça vaut pour le train, parce que le train, il y a des expérimentations et des commandes ont été faites, pas que des expérimentations, des commandes ont été faites de trains hydrogène. Il y a le sujet du train au bio-GNV, qui est un sujet. Vous avez parlé tout à l'heure en antenne, comme on dit, de la région Nouvelle-Aquitaine qui s'intéresse de remplacer les vieilles locomotives, on va dire diesel, par du bio-GNV. Tout à fait. Et SNCF Réseau est sur ce sujet, parce qu'en fait, électrifier une ligne aujourd'hui existante a un coût rédhibitoire, alors que faire circuler du matériel roulant avec des solutions bas carbone à un prix évidemment entre guillemets compétitif ou aider dans un premier temps, c'est une solution pour relier les territoires, tous les territoires aux agglomérations et même au niveau transfrontalier, on va dire. On peut dire ça aussi également puisqu'on est quand même près de l'Espagne. Donc il y a ce sujet du train où il y a différentes solutions qui s'offrent à nous. Il y a le sujet de la mobilité agricole, avec les engins agricoles aussi, qui est un vrai sujet. Et il y a l'aérien également. Il y a la mobilité, on parle de mobilité long courrier, avec ce qu'on sait, les enjeux qui sont posés. Mais il y a aussi la mobilité régionale, où nous regardons un peu ce qui se passe avec la mobilité aérienne régionale à partir, par exemple, de biogaz. Donc tout ça, c'est important. Et dans une conception d'aménagement du territoire, où on peut avoir des productions, là quand je parle de gaz, de gaz local, renouvelable, que ce soit hydrogène ou bio-GNV, avec des usages, des multi-usages au service du territoire. Oui, M. Carr. Non, simplement, pour ajouter par rapport à ce que vous disiez, vous parlez de production de GNV locale, méthanisation. C'est une vraie solution aussi d'accompagnement du monde agricole. Voilà, donc les projets de méthanisation, par contre, moi-même qui suis élu sur un territoire rural, quand un groupe d'agriculteurs travaille à concevoir un investissement de méthaniseurs, c'est un vrai parcours du combattant. Oui, il y a une acceptabilité des riverains, notamment. Voilà, exactement. Même quand les riverains sont loin, il y a un vrai problème pour accepter ce type d'équipement. C'est un autre sujet qui pose quand même question. Il y a un vrai travail aussi d'acculturation, de pédagogie à faire en direction de ces productions de bio-GNV. Mais enfin, c'est aussi une solution pour notre agriculture locale. Vous parlez des territoires ruraux. Il faudra quand même soutenir l'agriculture sur ces territoires ruraux par de nouveaux modèles économiques pour soutenir le monde agricole. On peut passer par là aussi, enfin, je pense. Et après, bon, on ne va pas rentrer dans le débat, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais effectivement, toutes les solutions ENR, énergie renouvelable, effectivement, sont parfois un peu pas forcément faciles à expliquer. Bon, il faut prendre du temps pour ça, mais
Mais il faut y aller et vite. C'est un enjeu indispensable. Et si ça peut être des productions locales, il faut que ce soit des productions locales, c'est indispensable. On l'a vu en Gironde, hein, avec cette forêt de plusieurs hectares, de plusieurs centaines d'hectares qui peut être rasée pour mettre du photovoltaïque. Enfin, il y a toujours un questionnement avec plusieurs entrées. Patrick Mathieu, je ne veux pas faire mon malin, mais moi j'ai testé les voitures bio-GNV du parc de Terrega. Alors je voulais juste vous faire parler. dedans. Je voulais juste vous faire raconter un petit peu cette expérience qui est innovante et finalement qui montre un peu l'exemple de votre entreprise qui a créé sa propre station de bio-GNV et qui qui a fabriqué une flotte en fait. Hein. Vous avez une dizaine de véhicules qui roulent au gaz naturel vert. Oui, tout à fait. Moi, j'étais très heureux que vous soyez séduit. C'est un bon témoignage. Oui, en fait, on peut pas parler énergie bas carbone sans être exemplaire. Sinon, il faut que le discours corresponde à des réalités. Voilà. Donc, ce qu'on a fait à Terrega, ça fait déjà 4 ans qu'on a élaboré un plan d'investissement majeur pour réduire l'impact carbone de nos activités. Voilà. Alors, il y a tout un tas de sujets qui ont été engagés par Terrega, des investissements assez lourds d'ailleurs. Et l'objectif étant de devenir avec un bilan environnemental positif en 2024. Et nous avons été neutres en carbone en 2020. Donc on est très content de ceci. Parmi les leviers, on a décidé de basculer une partie de notre flotte de 225 véhicules qui parcourent entre 20 et 25 000 km par an dans le Grand Sud-Ouest en flotte bio-GNV. Donc aujourd'hui, on a 25 véhicules au bio-GNV qui circulent et on a un objectif de basculer à 70 véhicules à bio-GNV. On a même des projets de véhicules électriques pour le déplacement urbain. Il ne faut pas que du bio-GNV. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet de rouler aujourd'hui avec des véhicules qui sont d'un coût équivalent au diesel pour un prix de fonctionnement de 4 € 100 km. Coût équivalent au diesel. Coût d'achat. Au coût d'achat équivalent au diesel ou en location, si vous voulez. Et le coût aujourd'hui d'exploitation est de 4 € 100 km. Donc pourquoi ne pas passer le cap ? Simplement, le cap, il était relatif à la densité des stations dans le Grand Sud-Ouest, parce qu'on a des équipes de maintenance d'exploitation qui nécessitent d'avoir des... dans le 64. Hein. Voilà. Alors bon, il y en aura peut-être bientôt une. À Lons. Tu vas pas au courant. Voilà l'annonce. Ça, c'est un scoop. Très voilà. bien. Mais bon. Donc, allez-y. Précisez-nous un peu plus parce que là, on a du mal à y voir. Il y aurait une station du coup bio-GNV à Lons en partenariat avec Terrega. C'est un projet avancé. Voilà. Un projet en bonne voie, relativement rapide, dans la zone de Lons-Tech Nord. C'est-à-dire qu'il faut que je commande ma voiture maintenant. D'abord, il faut qu'il y ait des offres constructeurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles, ou alors il faut faire adapter la voiture. Et heureusement que tu habites à Lons aussi, pour le coup. Mais bon. Ça ne regarde personne. Nous espérons faire l'annonce le plus rapidement possible, mais on ne peut pas vous considérer que c'est fait. Très bien. Donc, sur Pau, nous avons dû, en avance de phase, on va dire, créer une station captive qui est utilisée que par cette flotte de Terrega, mais ce n'était pas pour avoir notre station à nous, Terrega, c'était effectivement pour avancer sur ce schéma d'investissement, sachant qu'un véhicule au bio-GNV, aujourd'hui, ils sont bicarburation, donc vous avez une capacité de 450 km avec le réservoir de gaz, et puis vous avez un petit réservoir d'appoint de 9 litres essence qui permet d'aller rejoindre une station. Aujourd'hui, vu la densité, excepté Pau, mais qui va arriver, vu la densité de quelques endroits quand même, pas qu'au Pau, la densité dans le sud-ouest, par exemple, même en France, on peut se permettre de faire largement ces 450 km sans problème, sans utiliser finalement du carburant fossile. Nicolas Patriarche, vous êtes un élu, vous gérez l'argent public et vous devez décider où seront mis les budgets pour les futures mobilités, pour l'agglo de Pau. Je poserai la question à M. Carrère pour le département. Ça fait un peu de vertige parce qu'on se demande, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il faut que je mette des prises de recharge électrique ? Est-ce qu'il faut que je mette des stations d'hydrogène avec... je me souviens plus le nom, mais enfin ce qui fabrique l'hydrogène. Est-ce que je dois mettre des stations, un pistolet avec du GNV ? Est-ce que je dois tout mettre ? Est-ce que
on ne sait pas ce qui va finalement, au bout du bout, remporter le marché, celui qui convainc les consommateurs et les usagers. Non, surtout qu'à tout ça, on peut parler de la décarbonation des carburants. C'est aussi un axe de recherche, de rétrofit des moteurs. Enfin, donc on voit que les solutions, elles sont effectivement très larges. Partant de là, et c'est l'avantage d'être en écosystème, on croise quand même les expériences, on écoute, on regarde ce qui se passe du côté des industriels, du côté d'autres territoires, on se nourrit les uns les autres. Moi, je l'ai dit déjà tout à l'heure, je crois que ça c'est à peu près accepté par tout le monde. La solution, ce sera un mix. Il n'y aura pas une solution plus forte qu'une autre qui s'impose en fonction des divers usages. Transport lourd, moyen de transport lourd, plus léger. Il y aura une multiplicité de solutions. Donc nous, on doit favoriser ça. Vous savez, sur la mobilité, c'est un peu comme l'éducation nationale. Dans ce pays, tout le monde a une idée. Moi le premier, pourquoi il y a des grands bus vides, pourquoi c'est pas des plus petits, pourquoi on va pas mettre des bus, je parlais tout à l'heure des zones d'emploi périphériques, pourquoi on va pas les desservir aussi, parce qu'à chaque fois qu'on parle de mobilité, on parle du centre-ville, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a d'autres problématiques. Bon, tout ça on le regarde, vous imaginez bien qu'on le regarde, mais les enjeux financiers, juste un chiffre, on n'a pas utilisé trop de chiffres aujourd'hui, si on voulait aller desservir nos différentes zones d'emploi dans l'agglomération, c'est pas 23 millions d'euros qu'il faudrait consacrer à la mobilité en transport en commun, mais 45. Et comme vous l'avez dit, il y a des politiques sociales, il y a des politiques sportives, il y a des politiques d'équipement, il y a des politiques culturelles. Donc on doit répondre à l'ensemble et on ne peut pas mettre tous les moyens sur une seule politique. Donc il faut de l'agilité, être toujours en recherche de ce qui se fait aussi ailleurs, se nourrir de l'expérience des autres territoires, c'est important. Et moi je crois que dans cette agglomération, depuis maintenant 2 mandats, on avance à grands pas vers des solutions qui facilite quand même, si on veut bien prendre 2 minutes. Vous parliez de la semaine de la mobilité, on a un défi aussi de la mobilité auprès des familles de l'agglomération pour tout simplement montrer, essayer d'autres solutions, essayer de changer de comportement. Quand je vais chercher mon pain le samedi, effectivement en général j'ai une boulangerie peut-être pas très loin, je peux prendre mon vélo, mes pieds, on parle du sport santé, il faut se bouger un petit peu plus, et bien c'est l'occasion d'aller acheter sa baguette à pied en vélo. C'est des petites choses du quotidien qui feront changer des grands aspects. Et puis après, il y a des gens plus radicaux, mais je laisse la radicalité à ceux qui le souhaitent. Thierry Carrère, sur ce sujet, faire le bon choix, choisir la bonne transition, la même révolution, puisqu'on disait, je sais plus qui disait, on n'est pas en transition, on est en révolution en termes énergétiques et de mobilité. Pardon ? Patrick Mathieu de Oui, voilà. Là-dessus, vous aussi, vous êtes un élu. Est-ce que la main tremble quand on se pose la question de savoir quelle mobilité sera demain ou pas ? Effectivement, la main tremble. Non, c'est un sujet extrêmement complexe et je rejoins les propos de Nicolas Patriarche là-dessus. Effectivement, la solution est de passer par un mixte. Nous avons aussi des évolutions technologiques de première importance aujourd'hui nous parlons, demain nous aurons d'autres solutions qui se présenteront à nous. Donc effectivement, il faut avoir une veille constante. Après, concernant le département, écoutez, moi je suis le porte-parole du conseil départemental. Soyez persuadés que le département souhaite prendre la pleine mesure de ses responsabilités, notamment sur le développement du vélo dans nos territoires. Le vélo fera partie fait partie de ce mixte de différentes solutions. Donc il y a quand même un travail collégial autour de la mobilité, de toutes les collectivités, de grandes entreprises aussi locales. Bon, c'est quand même une vraie dynamique sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques. Monsieur Patriarche. Oui, je voulais juste simplement, la main elle tremble pas, mais moi j'ai une préoccupation, c'est de voir comment cette transition énergétique, ces bouleversements de comportement, ils ne pénalisent pas les plus fragiles. Et là, on est quand même au cœur de sujets importants. C'est bien d'avoir des voitures au biogaz, à l'électrique, pourquoi pas demain l'hydrogène. Mais comment on fait en sorte que ceux qui ont besoin de se déplacer puissent s'adapter et économiquement supporter cette transformation énergétique ? Ça, c'est un vrai enjeu. Si on ne veut pas revoir des gens sur les ronds-points, peut-être, ou d'autres problématiques sociales réelles. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de la conférence de la mobilité autour de tous les moyens de transport et toutes les énergies. Une seconde conférence va suivre autour de la mobilité électrique précisément. Donc vous retrouverez notre entretien sur les sites de La République des Pyrénées et de Sud-Ouest à partir de demain, du 21 septembre. Voilà. Et la prochaine conférence à partir du 24 sur nos sites. Merci à tous.
Et merci à Nicolas. Merci Ouais. Romain. Je voulais juste rappeler, elles seront visibles en replay également, Évidemment. en replay, comme on dit en français, sur nos sites autant de fois que vous le voudrez. Merci à vous. Merci.